Mais ce que Balandier faisait, c'était simplement attirer l'attention sur un groupe social qui était ces Africains, qui n'étaient jamais pris en considération par la taxonomie coloniale. En fait, en 1944, quand la France se prépare à reprendre son empire après la Seconde Guerre mondiale, l'administration française continue à penser qu'il n'y a que deux groupes sociaux en Afrique. Il y a les ruraux, les vrais Africains qui habitent dans les villages, qui sont des paysans, et il y a les Africains détribalisés, éduqués. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'entre 1920 et 1950, il y a cette énorme population de travailleurs africains qui ne sont pas paysans, mais qui ne sont pas évolués. Et ce sont ces gens-là qui vont commencer à créer des problèmes dans l'Empire. Parce que c'est eux qui vont se mettre en grève. Ils commencent à se mettre en grève à partir des années 30 et à avoir des revendications à salaire égal, travail égal, à créer ce dont Engels a créé leur propre espace de récréation. Par exemple, ils vont créer la nouvelle musique africaine, ils vont créer leur propre bar, leur propre dancing, etc. Donc la situation coloniale, c'est cette production à la fois d'un espace, d'un savoir et de discours de revendication. Là, il ne s'agit pas de dire s'il y a extraction, le pillage colonial, comme durant la première période, mais il s'agit d'un moment où les sujets coloniaux deviennent eux aussi des acteurs. C'est-à-dire que c'est le moment en Afrique particulièrement où l'idée de recréer les vieux royaumes africains n'est plus là. Où les Africains se disent, mais on peut être dedans, mais en ayant notre propre culture. Et sur cette culture, il y a des travaux très intéressants, notamment il y a un livre de Stephanie Newell qui s'appelle Colonial Cultures, où elle montre effectivement comment ce groupe intermédiaire de travailleurs, de personnes semi-éduquées, s'approprient le discours colonial, les institutions coloniales et les subvertissent à leur propre profit. Et ça va avoir des conséquences durant la période de la décolonisation. Ces gens ne veulent pas forcément être indépendants, mais ils veulent être plus reconnus. Ils veulent participer plus aux institutions qui gouvernent la société coloniale. Donc, mais dans le cas des gens que j'étudie, l'intérêt, c'est que ces gens sont au cœur les cultures coloniales qui sont produites sur cette place sont des cultures que tous les groupes partagent. Et pour vous donner un exemple, le premier prêtre sénégalais qui est ordonné prêtre, donc qui est métis, est ordonné prêtre en 1835. Il s'appelle l'abbé Boila. Et Boila va écrire le premier livre sur, en fait, cette société qui se met en place. Et il donne à ce livre un titre fantastique. Esquisse sénégalaise. C'est-à-dire, il se rend compte qu'il y a une culture qui se produit là. Et Boila est vraiment le produit de cette situation coloniale. Donc ce prêtre africain dit, on ne peut pas traduire la Bible ou les chants religieux en Wolof, la langue dominante. Pourquoi? Et il a cette phrase extraordinaire. Il dit, mais parce que tout simplement, le Wolof ne peut pas porter l'image spirituelle de la chrétienté. Mais ce même Boila est celui qui se bat, et il se bat tellement contre les Français, parce qu'il veut créer un lycée pour les Africains, parce qu'il pense qu'ils en ont droit, que finalement cet Africain va être renvoyé en France. C'est là-bas où il va mourir, parce qu'on pense que, en fait, c'est lui qui crée le trouble public. Et Boila raconte pourquoi chaque dimanche à la messe, pendant 10 ans, chaque dimanche, il faisait la même chose. C'est-à-dire que quand les gens venaient dans l'église, avant de commencer la messe, il était obligé d'appeler tous les hommes et toutes les femmes devant l'autel pour leur prendre les gris-gris musulmans qu'ils portaient. Et il a fait tous les dimanches pendant 10 ans.
C'est-à-dire qu'il essayait d'établir un rapport de différence absolue entre musulmans et non-musulmans dans cet espace où les gens avaient la même culture. C'est comme pendant un siècle, l'Église n'a jamais été capable d'imposer le rite du baptême pour les nouveau-nés. Pourquoi? Parce que les nouveau-nés étaient baptisés comme les nouveau-nés musulmans après le 8e jour. Avec les mêmes cérémonies, on égorgeait un mouton, exactement comme les musulmans faisaient. Donc, ce sont justement la situation coloniale à ce niveau est le produit de cela. Bien sûr, autour des questions économiques et des questions politiques, il y a des conflits, et des conflits constants. C'est pour ça que je mettais l'accent sur l'idée que, en fait, le système colonial la colonisation est une cible mouvante, qu'elle change et s'adapte à des circonstances, qu'elle n'est pas seulement définie par les colonisateurs, mais les colonisés ont un impact aussi bien dans sa formation que dans son vocabulaire. Les différences et analogies. Vous savez ce qu'on appelle la tribu, c'est un mot que j'utilise jamais. Parce que le mot tribu fait partie, en fait, justement de ce savoir ethnologique occidental qui renvoie à la supériorité de formations sociales différentes. Mais la tribu serait une forme de communauté. Mais dans le cas, moi, qui m'intéresse, qui est le cas français, c'est que l'idée communautaire française, elle ne se manifeste qu'à un seul niveau. L'idée de la communauté nationale. C'est pour ça que mes collègues français disent, depuis que je vis aux États-Unis, que je suis devenu un communautariste. Parce que je dis que oui, il y a des communautés religieuses, il y a des communautés raciales, etc. Et ça ne rentre pas dans la logique de fonctionnement du système. Donc, dans ce système, la tribu, ce qui est très hegelien, c'est l'idée que c'est l'État-nation qui définit, en fait, l'identité communautaire. Et de l'état zéro de barbarie à l'état-nation qui est la civilisation, l'idée réalisée, en fait, ce que vous avez, c'est des tribus. Et en général, la tribu, c'est cette chose inconsistante, primitive, et qu'il faut, en fait, qu'il faut civiliser. Lorsque les Africains sont devenus des tribus, ils sont devenus des objets de civilisation. On peut aller et prétendre les civiliser. Mais quand vous reconnaissez à une communauté, un statut de communauté, ce qui veut dire qu'elle a un savoir et des pratiques politiques, culturelles, religieuses, qui peuvent prétendre faire partie d'un universel et de l'humain, vous ne pouvez plus vous pouvez plus prétendre les civiliser. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est aussi l'idée, et c'est ça le débat, qui est le débat le plus important sur la fonction et le rôle de l'histoire aujourd'hui, c'est qu'en imaginant ces communautés, on imagine, dans la plupart des cas, au moins si on considère la modernité occidentale, qui est la réalisation précisément de cette communauté, qui partage des points de vue, etc., de ce citoyen qui est un citoyen libre, indépendant, etc. Et cela devient essentiel. Vous savez, les femmes n'avaient pas le droit de vote dans la plupart des cas jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on considérait qu'elles étaient dépendantes. Quand vous êtes dans une tribu, vous êtes dépendant de traditions et des anciens, donc vous ne pouvez pas être un citoyen. Parce que le citoyen est indépendant. Le citoyen est un non-dépendant. Mais quand on pense la communauté de cette manière, on refuse dans la plupart des cas de penser la diversité. Mais là aussi, il y a deux traditions différentes en Occident. La tradition française et la tradition anglaise. Une tradition française qui s'enracine dans l'unité et une tradition anglaise qui semble accepter la diversité. Mais ce débat aussi est un débat philosophique important. L'une des grandes réactions de Gandhi contre la laïcité, Gandhi dit que la seule manière d'établir une égalité absolue, c'est d'accepter la différence radicale. L'idée que les gens sont différents. Mais la différence
n'entraîne pas nécessairement l'opposition et l'impossibilité de vivre ensemble. Donc l'idée de la communauté doit nécessairement penser aussi l'idée de... Et bien sûr, il y a des conflits dans les groupes parce que l'idée communautaire est changeante, elle n'est pas unique. Elle change dans le temps, elle change dans l'espace, elle change selon les moments, elle change selon les circonstances. Et c'est pour ça que, là aussi, je n'utilise pas la notion d'identité au singulier. J'utilise toujours identité au pluriel et j'ai tendance à parler de processus d'identification. Et c'est utilisé stratégiquement. Je peux être un noir aujourd'hui. Et être noir, c'est différent d'être africain aux États-Unis. Un noir peut être noir sans être africain. Et un africain peut être africain sans être noir. Je peux être sénégalais, qui est un autre niveau, c'est là d'où je viens. En fait, en Amérique, je suis un French pour mes collègues. Ils ne reconnaissent pas ma noirceur et mon africanité. I am a black French. À cause de là. Je peux être musulman parce que j'ai été éduqué dans l'islam. Et ça, c'est des positions qui sont... Elles peuvent se superposer, elles peuvent être en contradiction, mais ça dépend de ce que je veux faire avec cela. Et ces contradictions, donc, sont aussi bien des contradictions individuelles, mais ce sont aussi des contradictions à l'intérieur des groupes, selon les choix que les gens font et quelle est la chose la plus importante selon eux. Pour un intégriste musulman sénégalais, aujourd'hui, il n'est pas sénégalais, il n'est pas africain, il est musulman. Et c'est cette notion qui est la plus importante. Donc la dernière question, la question sur Mudimbe, très rapidement, est ce qu'il appelle la bibliothèque coloniale. Mudimbe est un philosophe congolais qui a été un prêtre, un moine bénédictin. Et vous allez voir pourquoi ça c'est important. Donc, et c'est quelqu'un qui a été éduqué, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui parle couramment latin et grec. Je vous dis, il raconte que quand il voulait parler de quelque chose avec son père, pour que les gens autour ne comprennent pas, il parlait latin. Donc il est complètement immergé. Et il a écrit ce livre en 1988 qui s'appelle The Invention of Africa. Et c'est probablement le livre le plus cité dans la littérature sur les études africaines. Et en 1994, il va écrire un second livre qui s'appelle The Idea of Africa. Et ce que Mudimbe dit est très simple. D'une part, et ça c'est lié à la bataille qu'il y a eu dans les années 60 et 70 autour de quelle histoire pour l'Afrique. Et les historiens africains étaient divisés entre, d'une part, les gens qui disaient la seule histoire qui vaille, qu'il va falloir étudier, c'est l'histoire précoloniale de l'Afrique. Et l'histoire précoloniale de l'Afrique va permettre de repenser l'identité africaine. Et d'autres qui disaient l'Afrique est le produit de la colonisation, donc la période coloniale est la période la plus importante. Et c'est ce que Mudimbe dit. Mudimbe dit en fait que l'Africain n'existe que dans le texte occidental. Et l'autoreprésentation de l'Africain par lui-même est occidentale. C'est ça qu'il appelle la bibliothèque coloniale. Et que l'Africain ne peut pas échapper à cette bibliothèque. Même quand il devient révolutionnaire, même quand il devient indigéniste ou nativiste, il reste complètement imprégné de cette bibliothèque. Parce que ce que la colonisation fait, et c'est ça que Mudimbe appelle la structure coloniale, qui repose sur 3 pieds, comme il dit. Le premier pied, c'est la colonisation de l'espace physique, la domination physique. Le deuxième moment, c'est ce qu'il appelle la domination spirituelle. En anglais, c'est intéressant parce qu'il utilise un terme qu'on utilise très peu, qui est très religieux, the reformation of the colonized mind. C'est la phrase qu'il utilise. La notion et là, la traduction en français, c'est conversion, au sens le plus fort et le plus religieux du terme. Et le troisième pilier, c'est ce qu'il appelle l'incorporation des économies africaines dans l'économie métropolitaine. Et ce triptyque enferme l'Africain justement dans